Bienvenue aujourd'hui à notre deuxième session. La première session a eu lieu avant les fêtes. On avait un focus sur la région du Pacifique et aujourd'hui, on parle fleuve Saint-Laurent et Grand Lac. Donc, le plan pour aujourd'hui, Louis Maltais, je suis directeur pour les services géospatiaux pour la navigation et le soutien. Donc, je vais faire l'introduction de la session. Ensuite, Isabelle Gabory, qui est gestionnaire avec les sciences océaniques, va nous parler de vraiment la science derrière le S111. Après ça, Gilles Mercier de l'équipe du SHC des produits dynamiques va nous expliquer comment on passe de la science à un service S111 pour la navigation. Et finalement, ma collègue Annie Biron, directrice de la région du Québec, va nous entretenir sur les mécanismes de rétroaction par rapport au S111. Et si tout le monde respecte son temps, on devrait avoir une bonne demi-heure pour faire questions et réponses. Donc, quelles certaines règles pour la journée. Aujourd'hui, on a 3 communautés qui font partie de la session. On a les gens qui sont des navigateurs professionnels. On a des gens d'hydrographie, puis on a des gens d'océanographie. Puis il faut très bien comprendre que c'est 3 communautés distinctes avec un vocabulaire distinct. Donc, dans vos interactions, dans vos réponses, dans vos questions, dans vos commentaires, s'il vous plaît, toujours vous rappeler de ça. On vient d'horizons extrêmement différents. Alors, il faut être conscient de ces différences-là pour qu'on soit capable de se comprendre. Puis, l'autre chose aujourd'hui, c'est qu'on a 2 groupes. On a nos clients ou nos clients potentiels pour le service S111 et on a beaucoup d'observateurs. Donc, salutations spéciales aux cousins français, un peu tard pour eux, qui font partie de nos observateurs internationaux. Donc, au niveau des questions-réponses, on veut mettre en priorité nos clients. Mais si, évidemment, si on épuise ces questions-là, on pourra aller à nos observateurs internationaux. La session est enregistrée. On va mettre ça sur YouTube dans quelques jours. Puis, on va aussi rendre disponible la présentation en format PDF pour que vous soyez capable d'utiliser et suivre les différents hyperliens qui font partie de la présentation. Donc, allons-y avec l'introduction. Et je crois que j'entends des micros en background. Fait que s'il vous plaît, s'assurer que vos micros sont fermés. On va réserver ça aux gens qui parlent. Donc, les origines du S111. Je ne suis pas si vieux que ça, mais moi, ça fait plus d'une décennie que je travaille sur le S111. Ça a débuté, l'aventure pour moi a débuté les années 2012-2014. Puis, aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'amener toute l'équipe et d'arriver à la fin de la route où vraiment là, les clients vont être capables d'utiliser cette nouvelle source d'information-là. Dans mon implication au niveau du S111, je vais prendre l'événement d'aujourd'hui pour souligner une contribution très, très importante de mon collègue américain Kurt Hess. Kurt, décédé il y a 3 ans. C'était vraiment mon collègue. C'est lui qui était le président du groupe de travail. Moi, j'étais le vice-président. On faisait vraiment un bon duo. Puis, le groupe de travail, il y a une mention spécifique qui fait dans la spécification S111 au niveau de la contribution que Kurt a fait. Moi, j'ai la chance de voir ça arriver à terme. Kurt n'a pas eu cette chance-là, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, il serait extrêmement fier du chemin qu'on a accompli. Donc, je vous promets que c'est probablement une des dernières images de la côte ouest. On va parler du Grand Lac un peu plus tard, puis du fleuve Saint-Laurent. Mais ça, c'est le rêve. Le rêve, c'est un service de données qui fournit les courants de façon dynamique, géospatiale, coast to coast to coast au Canada. Puis, on est là aujourd'hui. Donc, comment ça se compare le S111 par rapport à nos offres classiques? Donc, c'est vraiment, excusez l'anglicisme, mais c'est
un ordre de magnitude. C'est comme un bond historique qu'on fait dans le temps par rapport à nos publications. Donc, à l'Atlas des courants, du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est ce qui se compare. Évidemment, on veut s'assurer que ce qu'on livre comme produit, que ce soit les flèches de courant qu'on a sur nos cartes, les atlas de courant et le S111, on veut s'assurer que c'est cohérent, mais évidemment, le S111 est vraiment à la fine pointe de la technologie et une source de données comme vraiment supérieure, mais qui se doit d'être cohérente avec le reste de nos publications et cartes. La feuille de route de l'Organisation hydrographique internationale, donc le challenge que l'OHI a donné à chacun des bureaux hydrographiques, c'est qu'en janvier 2026, l'IHO, l'Organisation internationale hydrographique, s'est commis par rapport à l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qu'en 2026, on aura une couverture, une bonne couverture, puis des services de distribution robustes pour toutes les données qui font partie du groupe du Route Monitoring. Donc, la carte électronique, les données de bathymétrie, de niveau d'eau, le S111 qu'on parle aujourd'hui, les avertissements de navigation et la gestion du dégagement sous quille. Donc, c'est l'objectif, c'est un challenge qui est énorme. Le Canada, on est à l'avant-plan, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vous présente, on peut considérer qu'au niveau du S111, on atteint déjà l'objectif de 2026. Puis évidemment, on veut être le plus près possible. Donc, ça, c'est les spécifications puis les produits qui sont attachés à la conduite de la route. Et finalement, on a d'autres couches qui sont pas une priorité pour 2026, mais qui vont suivre. Les aires de protection marine, les services radio, qui font partie de la planification des routes. Puis ça aussi, il y a une timeline pour ça. Ensuite, on a notre feuille de route canadienne, puis je suis convaincu qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont contribué à cette feuille de route-là. La garde côtière entretient ce qu'on appelle le Canadian E-Renavigation Roadmap, donc notre catalogue de services au Canada. Puis, on a différentes sessions d'engagement que la garde côtière mène à travers le pays. Donc, on voit qu'au niveau du portail, la bathymétrie, les courants, on est là aujourd'hui. Et on voit ce qui s'en vient. Évidemment, on essaie de planifier pour avancer tout ensemble vers les objectifs ambitieux de e-navigation. C'est fluide, ça peut changer. Puis, vous avez votre mot à dire là-dessus, évidemment. Puis, je peux vous dire qu'au niveau de la navigation électronique, collaboration extrêmement fructueuse, je dirais, entre le Service hydrographique du Canada, la Garde côtière canadienne et Environnement Canada, changement climatique, où on veut vraiment s'assurer que peu importe qui est le producteur de données, pour vous, les clients, vous allez avoir accès à des services S100 du Canada qui font autorité et vous n'avez pas besoin de savoir qui produit par en arrière. C'est vraiment ce sont des services du gouvernement du Canada. OK. On passe là-dessus. Je crois que c'était la dernière. Donc, la façon dont on a travaillé notre projet, on voulait utiliser toutes dernières technologies. Donc, technologie cloud ou info nuagique. Et l'approche moderne, c'est une base d'abonnement. Donc, on a un service de données, en anglais Data as a Service, où on s'abonne à une source et après ça, on n'a plus besoin de se soucier des mises à jour et compagnie. On est connecté au tuyau d'information de données et on a toujours un flot de données qui rentre en continu. Le SHC, on s'est doté d'une grille nationale parce qu'évidemment, on ne voulait pas avoir à gérer un index de cartes papier, un index de cartes électroniques, un index de cartes pour la bathymétrie et un autre index pour le S111. Donc, on a établi notre règle des 3 échelles. Donc, partout au Canada, notre portfolio ne pourra jamais avoir plus de 3 échelles et on va produire 3 échelles seulement là où il y a un besoin. Ça veut dire qu'à certains endroits, il y aura seulement une échelle
une échelle globale. À certains endroits, on va faire l'échelle côtière et l'échelle au niveau des différents ports, mais jamais plus de 3 échelles. Puis, c'est une grille qui sera commune à travers nos différents produits et services. Vous allez entendre un peu parler plus tard avec mon collègue Gilles Mercier de la chaîne de distribution. Donc, ce qu'on a essayé de faire au service hydrographique, c'est d'aller de la production de la donnée jusqu'à l'utilisation de la donnée et vraiment s'assurer qu'on était capable de se rendre jusqu'au bout. Une collaboration importante avec Corporation de pilotes sur Saint-Laurent pour s'assurer. Donc, on a réussi cet objectif-là. Maintenant, on veut rendre ça plus robuste. On veut s'assurer, fine-tuner notre approche. Puis évidemment, innover au niveau du gouvernement, ben, ça peut être compliqué. Donc, ce qu'on a fait pour arriver à nos fins, c'est qu'on a fait des collaborations avec Teledyne Géospatial, Electronic Chart Center en Norvège et Primar en Norvège et Seven Seas en Allemagne. Donc, les meilleurs dans l'industrie au niveau de l'exploitation de l'info nuagique, du cloud, pour vraiment fournir un service à la fine pointe. On a une approche pour la navigation via Primar. Donc, dans le bas de la page, dans le PDF que vous allez avoir après la présentation, vous avez le lien vers le service S100 Primar pour la navigation. Mais si vous voulez utiliser le S111 dans une optique de planification, juste d'exploration, il y a la couche dynamique de courant dans l'infrastructure de données spatiale marine. Puis, à votre droite, vous avez le visualisateur de données de pêche océan. Donc, le visualisateur de données, n'importe qui peut utiliser ça sur téléphone, tablette et compagnie. Donc, c'est une façon très simple d'explorer un peu c'est quoi notre couverture, puis vraiment comment ça fonctionne. Présentement, on ne fait pas de coupure avec les Américains. Les Américains aussi produisent du S111. Puis, à la prochaine commission hydrographique Canada-États-Unis, ça va faire partie des enjeux. La dernière chose qu'on veut, c'est avoir une duplication de données entre le Canada et les États-Unis et laisser le navigateur aux prises avec OK, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Donc, on veut vraiment avoir un service intégré et cohérent pour nos clients. Le service hydrographique, on existe depuis 1883. On n'a jamais fait ça, du S111. Donc, c'est notre meilleur effort. Évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait des enjeux. Mais ce que je peux vous dire, si je compare notre production de bathymétrie S102 versus la production du S111, à date, le S111 démontre une très, très grande stabilité. Et je passe la parole à Isabelle pour la science et la technologie. Merci beaucoup. Donc, ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est, comme nous l'avez dit, la science et la technologie sous le service S11. Donc, en particulier, vraiment, les modèles et les données que nous utilisons. Donc, le projet dont on va parler, c'est quelque chose qu'on a élaboré dans le plan de protection des océans, dans la première phase, donc 2007-2022. Au fil de cette activité, le programme de sciences des océans du MPO a mis au point 6 systèmes de prévision océanique portuaire à haute résolution, avec l'intention de pouvoir produire des prévisions de courant, de niveau d'eau et de propriété de l'eau pour les espoirs et leurs approches, pour le fjord du Kitimat, le port de Vancouver, le port du détroit de Canso, le port de Saint-Jean et l'estuaire du Saint-Laurent. C'est une approche en quelques étapes. Je vais rentrer dans plus de détails dans quelques minutes. Mais on commence à des modèles à très grande échelle et puis on va par étapes à des modèles à petite échelle pour les ports eux-mêmes. Donc, en particulier pour le Saint-Laurent, on commence avec, en premier, des modèles globaux et régionaux. Mais pour nos modèles, une région qu'on modélise à 500 mètres, mais là, je vais regarder ma carte un peu, pour être capable de comme il faut, donc entre Pointe-des-Monts et Québec. Et puis une région qu'on modélise à une résolution de 200 mètres entre les Escoumins et Trois-Rivières. L'approche qu'on utilise, c'est d'avoir une approche en commune qui ensuite on utilise avec des aspects spécifiques à chaque région. Donc, du côté commun, on utilise les mêmes stratégies de réduction d'échelle, donc la manière de laquelle on va au modèle à l'échelle régionale jusqu'au très local. On utilise le même modèle de circulation générale des océans
On utilise les mêmes forçages de surface pour les vents, pour la température de l'atmosphère. Et puis du côté opérationnel, la même suite pour le pré-traitement, la mise en place et la suite d'automatisation. Donc, ça nous donne vraiment une base solide pour notre modélisation, une approche en commune. Donc, l'approche est la même de la côte ouest, de la côte est. Mais en même temps, on utilise des données, un réglage et des forçages qui sont vraiment spécifiques à la région. Les rivières, la bathymétrie, etc., c'est vraiment tout très particulier à la région en particulier. Faisant partie de cet aspect local, c'est la validation par rapport aux données d'observation in situ qui comprend la comparaison avec les bouées dérivantes. Oh, pourrais-tu avancer, s'il te plaît? Merci. Donc, parlons vraiment des modèles eux-mêmes. Donc, à la base de ça, nous utilisons un modèle de circulation appelé en anglais le Nucleus for European Modeling of the Ocean. C'est un modèle européen. Pour quelques raisons ou autres, malgré le fait que c'est mené par Mercator, ils ne pas vraiment avoir d'acronyme en français. En particulier, on utilise une version en commune qui est utilisée pour les modèles opérationnels d'environnement et changement climatique Canada. Donc, c'est un modèle qui est disponible couramment, qui est supporté à l'échelle internationale, qui est très bien validé. Donc, ça nous donne vraiment une très bonne base et en plus, une base dynamique. Donc, l'investissement est en continu à l'échelle internationale pour le développement du code NEMO. Donc, ça nous donne une bonne base maintenant, aussi une bonne base pour continuer le développement en continu. Du côté entrée des modèles, nous prenons en ligne de compte les conditions océaniques, donc température, salinité, courant, en bordure des régions. Donc, comme j'ai noté avant, nos modèles portuaires se trouvent à la fin d'une chaîne de modèles et c'est ça qu'on illustre en bas de la diapo. On commence à l'échelle globale avec le système de prévision global océan glace et puis on va au système de prévision régional océan glace à une résolution d'un douzième de degré pour l'Atlantique, Pacifique et l'Arctique du Canada. Et puis encore, en diminuant l'échelle, en allant vers l'1/39e de degré pour les eaux côtières sur la côte ouest et est. Sur la côte ouest seulement, il y a un modèle opérationnel de plus pour le maire des Salish à 500 mètres. Donc, tout qu'on montre en bleu, là, ce sont des modèles qui sont opérationnels, environnement et changement climatique, avec tout le mécanisme de support qui va avec ça. Et puis, nous, on ajoute une étape de plus et vraiment deux étapes de plus pour les modèles portuaires près de la côte, donc à la grande échelle de 500 mètres, et puis à les plus petites échelles pour les parts individuelles. Pour les conditions en surface, donc conditions atmosphériques, on utilise le modèle atmosphérique régional, le système à haute résolution de prévision déterministe d'Environnement Canada, même échelle que les systèmes de prévision pour le est-ouest à 2,5 km. Pour le côté des glaces, on utilise, et les glaces, c'est seulement un aspect pour le Saint-Laurent, on utilise l'absence et la présence de glace tirées du système de prévision canadien. Donc, s'il y a de la glace, on arrête vraiment dans le modèle l'échange de chaleur entre l'océan et l'atmosphère. Et aussi, on s'assure qu'une fois que l'eau est gelée, ça y est, ça ne continue pas à devenir de plus en plus froid à la surface. Ce n'est pas un modèle de glace au complet, c'est un endroit qu'on regarde encore en plus grand détail. Mais au moins, ça s'assure de nous garder dans le monde du réel. Nous utilisons aussi les données en temps réel sur les débits des rivières ou le niveau d'eau quand ces données sont disponibles. Autrement, nous utilisons la climatologie. Du côté de l'implémentation, les modèles sont exécutés dans un cadre automatisé. Donc, vraiment, toute la mise en chaîne pour l'arrivée des données, l'exécution des modèles, le pré-traitement et le post-traitement est automatisé pour s'assurer qu'une étape ne se passe pas avant celle d'avant. Et en particulier, la façon qu'on fonctionne, c'est à tous les 24 heures, on produit une simulation pour la dernière journée qui prend en ligne de compte les observations et les modèles à plus grande échelle. Et cette simulation de 24 heures qui nous rattrape jusqu'au présent forme la base pour des prévisions pour les prochaines 48 heures. Et ces prévisions sont rafraîchies en ce moment une fois par jour. Elles peuvent être rafraîchies jusqu'à tous les 4 heures basées sur les modèles que nous utilisons pour la base. C'est vraiment la limite. Les modèles que nous utilisons sont disponibles seulement tous les 4 heures. Donc, ça nous donne une prévision de 48 heures qui est rafraîchie régulièrement.
On peut continuer à avancer, s'il te plaît. Hum, OK. Donc, on a-tu manqué une diapo, Louis? OK, non, c'est bon. OK, merci beaucoup. Hum, donc, des considérations pour la mise en œuvre. Donc, à la fin des 5 années, nous avons fini la mise en œuvre des modèles, l'évaluation avec les prévisions, avec les observations. Donc, on a fait rouler le modèle pour de 5 à 6 ans en mode rétrospectif et en mode prévision. Et ce que nous avons trouvé, c'est que les modèles sont capables de prévoir les niveaux d'eau, les courants, les propriétés de l'eau à une échelle et pour des régions, dépendant des cas, qui ne sont pas disponibles dans les modèles opérationnels actuels. Donc, où nous avons accès au modèle opérationnel à plus haute résolution, donc le système de prévision canadien aussi en glace, où les deux se chevauchent, nous, on trouve que nos modèles portuaires sont capables de prédire des prévisions aussi bonnes ou meilleures que les meilleures prévisions que nous avons actuellement. Et dans bien des cas, les modèles à échelle portuaire sont capables de nous donner des prévisions qui ne sont pas disponibles en ce moment, surtout très près des côtes. Donc, c'est vraiment un avancement. Ceci étant dit, ce sont des modèles, c'est basé sur des observations du monde réel. Donc, comme dans n'importe quel cas, il y a des limitations et c'est important de garder ces limitations en tête quand on utilise les résultats. En particulier, on sait qu'avec la version du modèle qu'on utilise, le NEMO 3.6, ça n'inclut pas le processus pour les zones intertidales. Donc, il y a de la physique vraiment particulière pour des régions qui sont inondées et qui s'assèchent régulièrement, et ce n'est pas inclus. Donc, où ces situations-là s'appliquent, donc par exemple, région de Portneuf, Pâture aux Alouettes, baie de Beauport, ce qu'on fait, c'est qu'on approfondit artificiellement jusqu'à 5 mètres ou si c'est vraiment peu profond, on met ça comme de la terre. Ça l'évite d'avoir des courants qui ne sont pas réalistes, mais ce n'est pas à 100%, ce n'est pas parfait. De même, les modèles sont évalués basés sur des conditions normales avec une certaine variabilité. Donc, on a fait des vérifications sur 6 ans pour le Saint-Laurent. Cela inclut des conditions extrêmes de vent, ondes de tempête. Mais si tout à coup on a une tempête une fois par 100 ans, on arrive vraiment aux marges des modèles, aux marges des modèles, des observations qu'on a utilisées dans le passé. Donc, à utiliser un peu de caution, un peu de faut faire attention en prévoyant qu'on se trouve dans une situation de navigation d'une tempête une fois par 100 ans, c'est déjà pas une situation idéale. Aussi, il y a une grille avec résolution limitée. On utilise une grille de 200 mètres pour Saint-Laurent. C'est à cause de certains petits détails de l'océanographie du Saint-Laurent. On a trouvé en effet que quand on augmentait la résolution, on augmentait la résolution plutôt que de continuer à améliorer les prévisions. Ça commençait à introduire des effets qui n'étaient pas vraiment là. Donc, le 200 mètres fonctionne bien pour avoir la physique du Saint-Laurent, mais ça veut dire que quand on arrive vraiment dans des chenaux très étroits, par exemple le pont de Québec, le chenal de l'île d'Orléans, on peut se trouver, on a seulement une prévision du zone de courant pour le chenal. Donc, évidemment, ça s'applique. On fait l'estimation, peut-être pas très, très près des côtés du chenal. Aussi, j'ai noté avant le modèle de glace. On n'a pas un modèle de glace explicite. On fait encore l'évaluation, c'est une activité en procès pour voir si c'est une lacune importante et si c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Le processus qu'on utilise marche plutôt bien dans la majorité des cas qu'on a évalués, mais s'il y a une présence de glace où il y a une couverture complète ou s'il y a une banquise côtière en hiver, donc surtout dans l'estuaire fluvial ou le fjord du Saguenay, c'est un endroit où on évalue encore à quel point les modèles sont performants dans cette situation. On peut continuer à avancer. Donc, pour faire vraiment l'évaluation complète de ces aspects, au mois de mars l'année passée, on a fait ce qu'on appelle au MPO un examen par le biais du Secrétariat canadien des avis scientifiques. Donc, c'est un processus au MPO pour fournir des informations et des conseils scientifiques qui sont solides, et objectifs et impartiaux pour appuyer les décisions de gestion.
Donc, c'est une approche un peu spéciale parce que c'est vraiment axé sur le scientifique. Donc, c'est pas un processus de consultation, d'engagement. C'est pas un processus pour prendre la décision elle-même. Plutôt, c'est vraiment l'évaluation par pair qui va avec la documentation pour vraiment s'assurer qu'on ait les informations bien documentées sur comment le modèle fonctionne, quelles sont ses capacités, quelles sont ses limitations. Hem et le but de la réunion, c'était vraiment d'examiner les systèmes de prévision, leur capacité à représenter les conditions physiques ainsi que la variabilité de l'océan. D'évaluer la stabilité et la robustesse, donc du côté informatique, simplement la capacité de continuer à fonctionner au quotidien, mais aussi la stabilité des modèles du côté, est-ce que les modèles restent stables et produisent des prévisions qui restent à l'intérieur des marges auxquelles on s'attend, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité de dérive ou des effets qui ne sont pas réels, ainsi que la pertinence des résultats pour les utilisations prévues. La réunion s'est très bien déroulée. Nous avons eu 30 participants du MPO, Environnement Canada, deux universités canadiennes, ainsi que NOAA, le Bureau hydrographique du Royaume-Uni et un membre de l'OMM. Ce que nous avons présenté au fil de la réunion, c'était les comparaisons que nous avions faites au fil de l'année avant la réunion pour les prévisions rétrospectives, c'est-à-dire les reconstructions des océans au fil des dernières 5 à 6 ans, donc 6 ans pour le Saint-Laurent, et les comparaisons avec les observations disponibles, ainsi qu'une évaluation de la stabilité des prévisions rétrospectives et des prévisions, avec des démonstrations sur un an. Donc, des modèles fonctionnaient au quotidien, au fil d'un an, en mode ce que nous appelons meilleur effort, donc avec certaines interruptions avec des petits pépins informatiques, mais en voyant comment les modèles se fonctionnaient. C'est tout un processus pour finir les publications. Nous avons 6 documents de recherche ainsi qu'un avis, un conseil scientifique, et les notes de la réunion. Le tout devrait être disponible dans les quelques prochains mois. Nous avons inclus le lien dans la présentation. Et puis, dernière diapo, donc regardant vers l'avant. Donc, nous avons maintenant les modèles en cours, mais pour nous, c'est vraiment une activité en continu. Donc, la majorité du personnel que nous avions pour les 5 prochaines années reste avec le programme. Et c'est une activité qui se poursuit dans le cadre du programme des sciences océaniques. Donc, en allant de l'avant, nous allons continuer la recherche, le développement, la validation, ce qui devrait nous permettre de continuer à améliorer la représentation des processus océaniques ainsi que la validation. Regardant un peu pour notre plan sur 5 ans en ce moment, certains des endroits où on regarde à continuer l'exploration et l'amélioration, on va mettre en œuvre une version plus récente de Nemo, qui est apparu dans la dernière année un petit peu. Donc, NEMO 4.2 en particulier nous permet d'inclure le processus périodique d'inondation et d'assèchement que j'ai noté avant. On regarde aussi certains aspects des processus océaniques, par exemple le modèle de vague, le modèle de glace dynamique, pour voir s'il y a des opportunités pour améliorer les prévisions. En souvenant toutefois que parfois plus n'est pas mieux pour les modèles océaniques, parfois ça l'aide des prévisions, parfois on ajoute des des calculs, on ajoute des détails et on arrive à la même réponse ou même avec moins de stabilité. Donc, c'est vraiment un processus d'évaluation pour voir ce qu'on devrait inclure. On regarde aussi de l'aspect variabilité. On regarde une modélisation ensembliste pour atténuer la variabilité non contrainte et pour produire des cartes d'erreur. En regardant aussi les échanges avec l'effort de calcul. En regardant aussi s'il y a pour inclure des données de mesures supplémentaires, donc des nouvelles jauges fluviales, d'avoir plus d'informations sur les flux de rivières pour remplacer la climatologie ou appropriée, et aussi en continu la validation par rapport aux données. Donc, vraiment, en regardant une amélioration en continu, on s'attend à avoir des nouvelles versions des modèles au fil du temps. Et c'est un endroit où nos usagers peuvent vraiment nous aider. Hum, on, Nous, on a fait une certaine évaluation des modèles, mais vraiment, les observations sont clés pour valider les modèles. Dans n'importe quel temps, on peut avoir des retours des utilisateurs pour
où les modèles fonctionnent bien, où ça serait bien d'avoir des informations ou des détails de plus, des processus de plus, des endroits où peut-être les résultats ne sont pas, les résultats dans le vrai monde ne sont pas ce qu'on prévoit. C'est vraiment utile d'avoir ces retours pour qu'on puisse les incorporer. Et un peu plus tard dans la présentation, on va avoir quelques liens pour pouvoir fournir ces retours. Merci beaucoup, Louis. Très bien, Isabelle. Donc, juste renforcer certains points qu'Isabelle a mentionnés. Donc là, on va se rapprocher du client. Avec Gilles, on va aller du côté opérationnel. Dans le fond, les éléments clés que je retiens de la partie d'Isabelle, c'est que vous avez vu comment c'est un processus scientifique rigoureux, documenté. Évidemment, on sait c'est quoi la valeur du sigle du Service hydrographique du Canada. On a ça sur nos produits et services et c'est un gage de qualité qui est reconnu nationalement et internationalement. Donc, il y a eu beaucoup de rigueur scientifique qui a été appliquée pour s'assurer qu'on arrive vraiment avec des solutions qui sont crédibles. Puis ça, j'en suis extrêmement fier. Et on va en parler, mais c'est aussi un élément important. Nos modélisateurs qui travaillent avec Isabelle, vraiment sont des spécialistes des sciences océanographiques, des spécialistes de la physique, et ils ne sont pas des experts du domaine local. Et c'est là où plusieurs des gens en ligne aujourd'hui, vous avez un apport très important. Parce que ce qu'on veut, c'est que le modèle performe et cette connaissance locale-là de votre milieu, le scientifique, l'a pas. Et évidemment, on est conscient des différences de langage entre les deux communautés, mais c'est vraiment là qu'on voit une collaboration. Donc, on passe à la production opérationnelle. Donc, on va passer de la science à la livraison du service. Et Gilles, c'est à ton tour. Merci, Louis. Tout d'abord, je voudrais mentionner que j'ai quelques diapositives en anglais, donc je m'excuse d'avance, mais je pense que à peu près tous les gens qui participent aujourd'hui ont quand même une bonne connaissance de l'anglais. Donc, s'il y a des problèmes, alors on vous traduira éventuellement le contenu. Alors, moi, j'ai commencé avec une diapositive euh, qui met la table, si on veut, ou qui précise les choses en ce qui concerne l'adjectif opérationnel. Il y a eu beaucoup de confusion dans le passé, il y en a encore un de nos jours, en ce qui concerne l'adjectif opérationnel. On a deux définitions principalement, la production opérationnelle automatisée 24/7 avec support complet. Ça veut dire support technique 24/7, 365, 366 jours par année pour les calculs haute performance. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir la priorité de calcul complète, sans attente aucune, sur les systèmes de haute performance. C'est très important aussi pour respecter les temps de production qui sont très importants. Et ça, vous vous en doutez bien, il y a un coût qui vient avec ça. C'est une infrastructure informatique très complexe, avec aussi la main-d'œuvre qui va avec pour le support 24/7. Ça coûte quand même beaucoup, un gros montant d'argent. De l'autre côté, on a la production opérationnelle automatisée 24/7 avec ce qu'on appelle le support meilleur effort ou best effort en anglo-saxon. Dans ce cas-là, le support technique est seulement pendant les heures de bureau. Et aussi, il y a peu ou pas du tout de priorité de production en calcul haute performance sur les systèmes informatiques. Et le coût est bien sûr moindre que le type précédent, opérationnel 24/7 support complet. Prochaine, s'il te plaît, Louis. Et Gilles, pour compléter, bien évidemment, dans notre plan, on vise d'amener le service S111 dans un environnement pleinement opérationnel 24/7. Mais pour l'instant, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'approche du meilleur effort. Oui, merci, Louis. J'aurais dû mentionner ça moi-même, mais Bravo. merci. D'accord. Donc, voici le domaine qui nous intéresse aujourd'hui pour les S111. Et comme Isabelle l'a mentionné dans sa présentation, on part de l'estuaire Golfe avec le modèle STLE 500-200. Ensuite, en remontant le Saint-Laurent, nous avons le modèle HED2 d'Environnement Canada à très haute résolution. Et dans ce cas-là, on a déjà des S111 qui sont produits pas de façon complète avec support opérationnel 24/7 complet pour l'instant, mais c'est bientôt. Au mois de mai, on pense être capable d'avoir la production opérationnelle support 24/7
Au mois de mai prochain, le support complet, bien sûr. Ensuite, on remonte toujours le Saint-Laurent pour le secteur Haut-Saint-Laurent. Environnement Canada a un autre modèle de la famille H2D2 qui est en gestation présentement. On n'a pas tout à fait on n'a pas eu de communication officielle à l'effet de son implémentation opérationnelle arriverait quand exactement, mais je pense que si on mentionne un horizon de 4 ans environ, je pense que on est peut-être un peu en avance ou peut-être un peu en retard, mais on verra là-dessus avec eux. Et ensuite, en remontant toujours, on a le modèle NEMO des Grands Lacs avec lequel on peut produire des S100. On va pouvoir produire des S111 bientôt. Donc, à suivre de ce côté-là. Et entre le lac Erie et le lac Huron, il y a aussi un autre modèle H2D2 qui est en gestation du côté de la recherche chez Environnement Canada. Maintenant, si on y va avec ce qu'on produit en termes de S111 actuellement, comme je l'ai mentionné plus tôt, on a déjà des S111 qui peuvent être utilisés pour le modèle H2D2 qui est actuellement aux opérations 24/7 Environnement Canada. Donc, le domaine va de Beauharnois à Carillon jusqu'à les éboulements et la pointe aux orignaux du côté de l'estuaire. C'est un modèle à très haute résolution. Et aussi, on a une très bonne collaboration avec Environnement Canada pour qu'on obtienne les résultats aux 15 minutes, avec une fréquence de sortie aux 15 minutes. Ça, c'est très important pour obtenir l'étal ou ce qu'on appelle communément le slack tide de façon précise, parce qu'avec des résultats aux heures, cette donnée-là, c'est faisable, mais c'est beaucoup moins bon, beaucoup moins précis. Donc, et dans ce cas-là aussi, c'est produit 4 fois par jour. Ça aussi, c'est important. Donc, c'est renouvelé 4 fois par jour, une bonne fréquence de renouvellement, et c'est sur 48 heures. Donc, prochaine, s'il te plaît, Louis. Maintenant, on zoome, on fait un grand zoom en direction de Québec. Je pense que vous avez reconnu la pointe de Lauson avec le chantier d'Évy. Ici, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner au sujet de notre utilisation de résultats d'H2D2. C'est qu'on utilise des courants sur les points de grille originaux du modèle. Donc, il n'y a aucune interpolation. C'est donc le résultat brut des courants. Alors, c'est beaucoup mieux que de faire une interpolation, parce que quand on fait des interpolations, malheureusement, on dégrade légèrement la qualité des résultats originaux. Donc, on peut voir aussi dans le secteur des chantiers d'Évy que la modèle H2D2 du fleuve dans ce secteur-là a une résolution variable, c'est sûr, qui devient très, très fine à cet endroit-là, où ça devient fin seulement où c'est nécessaire, dans un sens. Où est-ce que l'hydrodynamique le demande? Prochaine, Louis. Et ici, on a une animation extraite du site web. Donc, l'acronyme en français, Louis, c'est ISIM. C'est l'infrastructure de données spatiales marines. OK, malheureusement, j'avais juste eu, comment dire, entendu parler de MSDI pour les intimes. Donc, ici, c'est toujours H2D2. Vous avez reconnu le secteur des ponts de Québec, où est-ce qu'on a un resserrement quand même assez important des rives par rapport au courant principal. Et ce qu'on Oh, tu es allé un peu trop vite, Louis. Est-ce qu'on Est-ce que c'est moi qui est en retard? OK. Non, ça va. C'est juste que ça switch automatique, fait que je vais le faire rejouer. Okay. Donc, ici, on peut voir le changement de direction des courants à cet endroit-là. Premièrement, ici, on devrait avoir 12 heures au complet, Louis, si je me rappelle bien. Si ça a pris l'animation complète, ça devrait être sur un cycle semi-diurne. Donc, on voit le changement de direction des courants sous les ponts de Québec et on voit aussi un effet d'accélération dans ce coin-là, dû à un effet Venturi qui est bien connu en mécanique des fluides. Quand on essaie de passer un volume d'eau dans un endroit resserré, il y a accélération du flux. Donc, on le voit très bien ici. Et c'est sûrement un endroit qui est très difficile dans la navigation. Donc, j'imagine que ce genre d'information-là va être très utile pour les gens qui sont présents aujourd'hui et pour leurs collègues. Donc, prochaine, Louis. Juste un peu, Gilles, pour compléter. Donc, présentement, bon, on a fait une extraction du visualisateur de courant dans le MSDI. Dans le PDF, vous allez avoir le lien. C'est public, donc tous et chacun pourra aller explorer. Donc là, j'ai fixé l'échelle, mais
vous allez pouvoir aller jouer dans le temps, dans l'espace. Une petite chose, on pousse les limites à l'extrême de la plateforme MSDI. Il y a un petit délai avant que les flèches s'affichent. Donc, soyez-en conscients. On travaille là-dessus pour que ça soit plus performant. Et en préparation pour la session d'aujourd'hui, il y a 2 endroits à Québec-Montréal qu'on a fait le focus. Donc, il y a le port de Bécancour en face de Trois-Rivières, où si vous cliquez sur le lien, vous allez être capable d'aller jouer et explorer ce que donnent les courants de surface et vous allez comprendre pourquoi il y a des problèmes de sédimentation à Bécancour. Et évidemment, ce qu'on voit ici. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure où on va développer la couverture S111 pour la navigation, en parallèle, on rajoute ça à la couverture dans la structure MSDI pour les usages autres que la navigation, planification d'ouvrages dans le domaine portuaire et plein d'autres utilisations potentielles. Donc, évidemment, le focus est sur maximiser la couverture S111 pour la navigation. Et au fur et à mesure, on ajoute la couverture dans les outils MSDI. Vous avez 2 endroits où vous pouvez aller explorer suite à la session d'aujourd'hui. Peut-être aussi mentionner, Louis, que pour l'instant, les heures, dans l'application de visualisateur de MSDI, malheureusement, l'heure affichée est en temps local de la machine où est-ce que l'application tourne pour l'instant. Mais donc, si vous voulez avoir ça en temps universel coordonné, vous avez juste à changer le temps sur votre machine locale. Donc, c'est un petit détail qu'on va probablement sur lequel on va travailler dans l'application MSDI plus tard. Prochain, Louis, oui. OK, donc, toujours par rapport à H2D2, on remonte encore dans le Saint-Laurent, en amont dans le Saint-Laurent. Quand on a parlé tout à l'heure des H2D2 qui sont en gestation, Environnement Canada, toujours à très haute résolution avec résolution variable, grille non structurée, triangulaire, réseau triangulaire irrégulier. Alors, on a déjà du côté semi-opérationnel, mais les essences qui sont produits dans le secteur du barrage de Beauharnois. C'est la limite amont dans ce cas-là. Mais dans le Haut-Saint-Laurent, entre le lac Saint-François et le lac Ontario, il y a déjà un H2D2 qui est en gestation, comme mentionné plus tôt. Et on a ici les détails des images qui ont été extraites à partir de scénarios de débit, de différents débits du fleuve pour en haut du barrage Iroquois, en bas du barrage Iroquois, en haut, les 2 images du haut. Et en bas à gauche, c'est près de Cornwall, l'entrée des écluses après le pont international. Donc, ces données-là en S111 vont arriver éventuellement du côté de la distribution. On va vous tenir au courant, bien sûr, quand cela va être disponible pour les S111. Prochaine. Et toujours, on remonte le courant vers les Grands Lacs. Comme mentionné plus tôt, il y a un émo Grand Lac qui tourne de façon opérationnelle 24/7 à Environnement Canada. Et c'est encore là, les modèles NEMO sont toujours 3D. Et maintenant, ce modèle-là a une résolution de 2 km horizontalement. Et bientôt, on devrait pouvoir fournir des S111 pour les clients. Donc, oui, avec un détail, un zoom sur le lac Ontario. Ce matin, avec la présentation en anglais, j'ai été surpris d'entendre les clients qui demandaient expressément les courants dedans. Parce que moi, dans mon esprit, dans ces coins-là, les courants, c'est un peu moins intéressant que dans les endroits resserrés comme le modèle H2D2, mais semble-t-il qu'il y a une demande pour ce type de courant-là. Donc, c'est bien. Prochaine, Louis, s'il te plaît. Là, on revient du côté de l'estuaire. Toujours un autre modèle NEMO qui tourne présentement dans notre système semi-opérationnel ou meilleur effort. Isabelle en a parlé un peu plus tôt. Ce qui est important aussi ici de souligner, c'est que le Saguenay, c'est le Saguenay qui apparaît maintenant, qui va apparaître bientôt pour les S111 en termes de résultats.
Et ça, c'est très intéressant pour tout le monde, en fait. Et juste, j'ai mis quelques détails techniques par rapport à ce modèle-là. C'est encore là, bien sûr, un modèle 3D, 670 par 1640 horizontal, points horizontaux par 36 niveaux verticaux, ce qui fait un total d'à peu près 40 millions de points de grille. Et on utilise actuellement 320 cœurs de calcul pour chaque passe une fois par jour avec ce modèle-là. C'est le modèle le plus gourmand en termes de ressources qu'on tourne actuellement au service photographique en mode semi-opérationnel. Ou le meilleur effort, je devrais plutôt dire. Prochaine, oui. Ici, on a un autre zoom, mais cette fois-ci dans le Saguenay, dans le secteur du port de Grande-Anse. Et c'est des courants de surface. C'est un modèle 3D quand même, mais là, ici, on est en surface. On peut voir ici qu'il y a un changement de direction des courants dans le secteur du port de Grande-Anse. Il y a comme un retour de flux, je pourrais dire, de volume d'eau vers Laval dans le secteur du port de Grande-Anse. Et si on voit la prochaine diapo, Louis, merci. Maintenant, on se retrouve à moins 7,5 mètres au même endroit, au même pas de temps. Et on remarque qu'au même endroit, ou à peu près, les courants sont complètement inversés vers Laval. Et il y a une augmentation aussi de la vélocité, donc à peu près le double. Ici, c'est quand même assez faible, mais j'imagine qu'on pourra trouver d'autres cas où est-ce que les courants pourraient être relativement plus forts que ça. Mais ça vous indique que c'est un endroit qui est probablement très compliqué à naviguer. Puis je pense qu'on a déjà des rapports là-dessus, Louis, en fait, c'est très intéressant de voir ça ici. Notre collègue Simon Saint-Onge-Drouin a fait un très bon travail là-dessus déjà. Et lui-même n'avait même pas cette information-là, donc ça confirme quand même que ce modèle-là va être extrêmement intéressant à utiliser, j'imagine, pour la navigation. Maintenant, tu peux déjà avancer sur les autres, Louis. OK, d'accord, c'est ça. Et ici, on répète un peu ce qu'Isabelle a un peu plus visuel que qu'est-ce qu'Isabelle a présenté plus tôt de son côté. Alors, ce qui nous intéresse, nous autres, du côté du Saint-Laurent, Estuaire, Rivière et Grand Lac, mais pas les Grands Lacs, pardon, pour le modèle Estella 500 et 200, c'est la partie supérieure, si on veut, de la cascade de modèles qui part du modèle basse résolution RIOPS pan-canadien sur les côtes, ensuite SIOPS-S pour l'Est de l'Amérique du Nord à plus haute résolution. On descend STLA 400, pardon, STLA 400, désolé, STLA 500, désolé du lapsus, STLA 200. Ensuite, pour l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Et encore là, c'est relié un peu à l'aspect technique, si on veut, de tourner tous ces modèles-là. En fait, ici, on pourrait dire que tous ces beaux systèmes-là, extrêmement complexes, c'est comme une espèce de gros mécano virtuel, dans un sens. Donc, c'est intéressant, mais en même temps très complexe, mais c'est nécessaire pour la bonne marche de tout ce système-là. Merci. La prochaine, Louis. Encore. Donc, bien sûr, ici, j'ai utilisé l'acronyme anglo-saxon pour le système de visualisation web du service photographique. Déjà, on peut visualiser les S111 faits avec RIOPS présentement. Bientôt, on va avoir aussi, on a déjà des échantillons pour ajouter des deux à Québec et à Bécancour, comme mentionné plus tôt. Donc, l'URL est dans le PDF, si je me rappelle bien, Louis. Oui, puis Gilles, on va le mettre dans le chat. Fait que comme ça, tantôt, dans la période questions-réponses, les gens pourront y aller, ou si tu veux partager ton écran pour mentionner comment ça fonctionne, on pourra le faire si on a le temps. D'accord, si on a le temps, oui. OK. Donc, prochaine, s'il te plaît. Oui, bien sûr, on a toujours les données traditionnelles du service photographique en support de tous ces beaux modèles-là, c'est-à-dire, bien sûr, les niveaux d'eau. En ce qui concerne les 111,
ça serait possible de produire des S111 spécifiques avec les mesures de courantomètre potentiellement. Donc, et s'il y a de la demande pour ça, j'imagine qu'on pourrait envisager éventuellement de la production de S111 ponctuels localisés sur les courantomètres HADCP ou ADCP tout court. Donc, c'est une possibilité pour le futur. Prochaine, s'il te plaît. Ici, donc, on répète un peu ce qu'on avait déjà que Louis a présenté, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est juste pour dire que les S111 s'inscrivent, bien sûr, dans la suite de produits dynamiques S100. Et il y a un détail, OK, ça va être à la prochaine, pas la prochaine, mais après, c'est vrai. Donc, on va y retourner, on va revenir plus tard à la fin là-dessus. Donc, on a ici des exemples d'utilisation de produits S100 avec le PPU de CIQ, si je me rappelle bien. Combinaison de S101 de masque thermaire avec les S102 de bathymétrie. Ensuite, on ajoute les S104 pour avoir les niveaux d'eau dynamiques, les dégagements sous quille. Et bien sûr, les S111 comme tels, combinés avec les S101, on a déjà un look and feel intéressant en ce qui concerne les PPU, l'utilisation des PPU avec les S111. Et les S104, c'est un peu plus expérimental, mais disons que aujourd'hui, on parle surtout des S111, donc, mais c'est juste un aperçu. Prochaine, s'il te plaît, Louis. Donc, pour la distribution des S111, il y a des produits S100 en général aussi. On a cette chaîne de distribution-là. Et ce qui est de nouveau depuis quelque temps, c'est le petit encart qui est entre la partie cariste et la partie primaire avec les 7 Cs. Cet aspect-là est important parce qu'il va faire une validation interproduit en plus de la validation des produits eux-mêmes pour que les produits soient cohérents entre eux. Donc, c'est très important parce qu'on peut dire qu'on va avoir deux gammes de produits dans un sens, les produits S100 non NAV, bien sûr, et NAV. Donc, les produits NAV, il faut qu'ils passent par cette étape-là de validation interproduit pour la cohérence. Genre S111 doivent être cohérents avec les S101, c'est-à-dire qu'il faut enlever les points de grille qui sont considérés mouillés par le modèle, mais que le S101 considère comme étant les points. Même de nos jours, avec la haute résolution qu'on utilise, même qu'H2D2, c'est possible d'avoir des points de grille qui sont malheureusement sur Terre par rapport au S101 ou S57. Pardon, j'ai prononcé S57, mais en tout cas, bref, plutôt S101, désolé. Alors, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Très bien. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Gilles. Évidemment, je te garde avec moi pour la période de questions-réponses. Donc, on va passer à Annie. Donc, ce que vous avez vu, là, c'est un ensemble de modèles de couverture potentielle. Puis la beauté d'un standard, c'est que compter sur le SHE pour sélectionner les meilleurs modèles, ceux qui ont le meilleur potentiel pour fournir le service de données S111. Donc, aujourd'hui, on voulait vous montrer, dans le fond, le fin détail de comment ça fonctionne. Mais la réalité, pour un usager commun, ça va être de consommer le service S100 qui est approuvé par le service de graphique comme une couche approuvée, standardisée pour la navigation. Donc, allons à Annie, la directrice du bureau de Montjoly, Service hydrographique du Canada. Annie? Merci beaucoup, Louis. Donc, juste un petit rappel, là, pour la région du Québec, ben, on couvre le Saint-Laurent, donc on débute aux écluses de Beauharnois à l'ouest, puis on se rend à l'est jusqu'au Golfe, en incluant la péninsule gaspésienne, la Basse-Côte-Nord, Anticosti, puis les îles de la Madeleine. Donc, merci à Louis, toute l'équipe, Isabelle et Gilles, d'avoir présenté la nouvelle couche dynamique des courants de surface du point de vue scientifique, technique, puis production opérationnelle. Donc, on voit que c'est vraiment une belle réussite. Comme Louis l'a mentionné en début de présentation, vous avez les 3 liens en bas de la diapositive, mais en fait de chacune des diapositives de la présentation au complet. Donc, si vous êtes un utilisateur navigateur, on vous dirige vers Primar, donc en bas à gauche,
Pour les utilisateurs non navigationnels, vous avez 2 options. Vous pouvez accéder directement au service S100 via un lien WMS, là, dont vous aurez toute l'information de connexion avec le lien qui est au centre de la diapositive, en bas au centre. Puis, pour ceux qui n'ont pas de visualisateur de données, ben, vous pouvez emprunter notre lien qui est à droite, là, qui va vous mener vers le visualiseur du MPO. Vous aurez également là, la possibilité de visualiser plusieurs autres jeux de données, comme par exemple nos fonds de cartes marines, puis de la bathymétrie aussi, entre autres. On a besoin évidemment de votre participation et de vos commentaires afin d'améliorer le service, puis d'assurer en fait qu'il réponde à vos besoins, puis qu'il demeure pertinent. Donc, en termes de disponibilité de services, si vous avez des enjeux, là, puis quand on parle de disponibilité des services, on ne parle pas de la qualité des données, là, on parle vraiment de la connexion plutôt, là. Donc, pour les utilisateurs du volet non navigationnel, on vous invite à contacter le CHS Info. Vous avez l'adresse ici au centre. Et pour les utilisateurs du volet navigationnel, ben, on vous invite à contacter Primar directement. En ce qui concerne la qualité des données, donc, on vous demande de contacter CHS Info. Dans le fond, la qualité des données, c'est que si vous observez des divergences, des discordances, des données qui sont aberrantes, bien, c'est sûr qu'on aimerait le savoir parce qu'on veut s'améliorer, évidemment. Mais on va avoir besoin de l'information. Donc, on va avoir besoin de savoir quand c'est arrivé, où, avec quel logiciel vous faisiez affaire ou que vous utilisiez pour visualiser les données, puis bien sûr, là, la description du problème que vous avez rencontré. Donc, évidemment, le plus d'informations possible on aura, bien, le meilleur notre intervention sera. Donc, par exemple, si vous avez accès à une autre couche de courant ou à des données personnelles là, dans votre petit coin ou votre couverture à vous, bien, puis ces données-là vous permettent d'affirmer que nos modèles ou les données qu'on diffuse ne sont pas réelles, bien, on aimerait évidemment y avoir accès. Ou si vous étiez en train de naviguer et que vos observations en temps réel divergent complètement du modèle auquel vous avez accès, bien, on veut le savoir aussi. Donc, on vous demande de conserver les données si c'est possible, parce que ça va être beaucoup plus facilitant pour notre équipe lorsqu'on va vous contacter là, afin d'échanger sur les problèmes. On vous invite aussi à nous faire savoir si vous avez des utilisations positives également. Si notre modèle fonctionne bien à certains endroits, bien, on veut le savoir aussi. Donc, on veut venir confirmer les données que vous observez. Donc, en tout temps, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Finalement, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous rappeler que, évidemment, Louis en a parlé, là, mais c'est vraiment que le début là, en termes de services numériques pour le SHC, on va bientôt offrir un service similaire au S111 là, pour les données bathymétriques haute densité sur le format S102. On a déjà des jeux de données qui sont disponibles que vous pouvez tester. Puis là, je vais mettre un petit peu de pression à mon collègue Louis, là, qui m'a en fait assuré que lors de la prochaine saison de sondage dans la voie du navigable du Saint-Laurent, bien, le service S102 serait de retour là, avec des mises à jour journalières. Là. Donc, on a bien hâte à notre nouvelle saison de sondage vers la mi-avril. Là. Donc, à suivre. J'aimerais aussi vous rappeler que bien que nos données ne soient pas encore dans le format officiel S104, donc de niveau d'eau, on diffuse journalièrement là, des données de niveau d'eau en temps réel, puis même des données de prévision SPIN là, dans le corridor Saut-au-Cochon-Montréal. Puis, vous avez aussi accès à nos cartes marines de la région du Québec qui sont toutes en format vectoriel, là, S57, et déjà découpées selon la grille S100, donc prêtes pour une éventuelle conversion vers le S101. Donc, vraiment, à la région du Québec, on a vraiment le début d'une belle base là, en termes de services de données ici à la région. Puis, je sais qu'il y a plusieurs initiatives régionales qui visent à développer des outils là, afin d'améliorer l'efficacité des transports. Donc, je vous encourage à vous connecter directement à nos services si ce n'est pas déjà fait.
Je vous invite, j'invite également les utilisateurs du volet navigation à s'impliquer régionalement dans le développement et la mise en œuvre de l'Office 100 régional. Hein. On a déjà du feedback lorsqu'on participe aux différentes rencontres comme le CCMR, INAV, par exemple. Mais régionalement, c'est vraiment important que les zones critiques et d'intérêt pour la navigation soient bien desservies par nos services électroniques. Et encore une fois, pour nos utilisateurs du volet non navigationnel, bien, toutes ces données-là pourraient être éventuellement utilisées à bâtir le fameux jumeau numérique de notre écosystème marin. Donc, en finale, n'hésitez pas à nous contacter, à nous donner votre feedback. Votre participation à la mise en œuvre du S100 est vraiment primordiale. Donc, merci. Je te repasse la parole, Louis. Très bien. Alors, oui, je suis... Puis Annie, on est de la génération des jeux vidéo. Là. Mais malheureusement, de créer le jumeau numérique du fleuve Saint-Laurent, c'est pas dans le mandat du SHG. Donc, mais j'aimerais vraiment voir ça. Donc, on fournit les couches, comme Annie l'a mentionné, les couches primaires. Je pense que, vous le savez, le fleuve Saint-Laurent, c'est un endroit spécial, un endroit qui challenge les pratiques. Bon, je suis biaisé un petit peu. J'ai vécu 20 ans sur le bord du fleuve. C'est une plateforme et un laboratoire extraordinaire. Puis si ça marche sur le fleuve, ça va marcher partout. Sur ce, continuez à penser à vos questions. À date, dans les sessions, Pacifique ont été très bons. Un matin, Santé Arctique du côté anglais, je m'attendais à mieux. Alors là, je m'attends qu'on ait le maximum de questions. Donc, à rappel, vous pouvez utiliser le chat. Donc, si vous êtes gêné ou quoi que ce soit, mettez votre question dans le chat. On va essayer de rediriger la question à la bonne personne, Isabelle, Gilles, Annie ou moi. Puis, mais si vous sentez le besoin, levez votre main. On va vous donner la parole. Vous donnez votre nom, votre affiliation. Puis, on va procéder avec votre question. Entre-temps, j'ai mis dans le chat le lien vers la démonstration. Donc, si vous voulez vous amuser avec le S111 en mode non-navigation en dessous des ponts et le port de Bécancour, vous pouvez cliquer sur ce lien-là, mais comme on vous a dit, on va partager ça dans le PDF. Donc, pensez à vos questions. Puis, pendant ce temps-là, je vais aller au chat. Il n'y a pas de questions stupides. Vraiment, là, puis s'il y a une traduction à faire entre l'usager et la scientifique, je suis là. Question d'un ancien DG du service hydrographique, Denis. Quelle est l'ampleur de l'utilisation de tels modèles de prévision de courant de surface associés au S111 dans d'autres pays, puis dans les bureaux hydrographiques, puis où on se situe au Canada? Merci pour la question, Denis. Donc, une des choses qui m'apparaît qu'on a faites au Canada, on a travaillé sur 2 fronts. On a utilisé des modèles existants à Environnement Canada et on a fait la conversion, le post-traitement vers S111. Et ça, tant qu'à moi, de façon internationale, qu'on parle à l'Angleterre, la France, Corée du Sud, Australie, chacun de ces pays-là ont des capacités de modélisation sonographique. Mais là, le problème, c'est qu'ils ne parlent pas à la communauté de navigation. Puis c'est là vraiment ce qui nous distingue au Canada. Je peux vous dire, parce que j'en ai fait partie, c'était des discussions assez arides avec mon collègue Phil McCauley, les scientifiques, pour essayer de se comprendre. Mais on a vraiment amené ces 2 communautés-là pour être capables de travailler ensemble. Donc, je crois que une fois que les autres pays vont comprendre qu'on n'a pas besoin de tout recréer ou de partir une modélisation de base, mais on peut faire du post-traitement sur des modèles existants, ça peut aider à avoir une couverture très rapidement. Puis, l'autre chose, au niveau de la haute résolution, donc les modélisateurs de pêche océan, évidemment, je suis totalement biaisé, mais on est en avant et on est loin en avant. Alors, allons en ligne. Jonathan Duguay, combien de temps les données de courant seront-elles archivées et pourra-t-on espérer récupérer les données?
Donc, je peux commencer. Donc, Jonathan, bonne question. Évidemment, notre objectif, nous, c'est de fournir des données dans le futur. Donc, de là à 48 heures dans le futur. Comme Gilles l'a mentionné, on fait tourner la moulinette, donc chacune des pas de temps. Sur le fleuve, il faut faire tourner aux 15 minutes pour être capable d'associer ça. Évidemment, le modèle a du potentiel. On pourrait faire rouler le modèle aux minutes si on veut, mais évidemment, ça va coûter, ça va coûter du temps de calcul. Tout est possible. On peut penser avec un bon feedback de nos clients pour nous dire non, vraiment 15 minutes pour l'entrée du Saguenay, ça ne fait pas, il faut aller à plus intense que ça, ou il faut améliorer la résolution spatiale, il faut peut-être collecter de la nouvelle bathymétrie, parce qu'évidemment, tout est dans tout. Donc, si on n'a pas une bonne bathymétrie, ça vient corrompre la physique. Donc, c'est tout différents inputs. Donc, évidemment, quand on a quelqu'un qui est un expert local qui va nous dire non, là, ça ne marche pas, ben, ça va, de notre côté, on a quelques options. Au niveau de l'archivage, vous pouvez vous imaginer, c'est une quantité énorme de données. À ma connaissance, ce n'est pas une priorité de tout garder ce qu'on produit en stock. Mais c'est une question importante quand on parle d'analyse d'accidents et compagnie. Donc, je ne sais pas, Gilles, si on a quelque chose, on a une vision, mais évidemment, ce n'est pas nécessairement notre priorité d'avoir une archive complète de tout ce qu'on produit de façon journalière. Pour vous donner un ordre de magnitude, là, à chaque jour, on sort, je pense, c'est 2000 ou 2500 cellules. Donc, ça a grossi très vite, même si le format de données S111 est assez performant. Mais Gilles, est-ce que tu veux rajouter? Oui, je peux ajouter ce que je peux ajouter comme information, c'est que là, pour HD2, qui va bientôt, c'est-à-dire la production opérationnelle 24/7, support 24/7, complet, pardon, on a aussi une entente d'archivage avec Environnement Canada, ce qui est une bonne nouvelle pour 5 ans. Ce n'est pas ad vitam aeternam, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que pour 5 ans, on va avoir les S111 archivés pour HD2, Fleuve, Beauharnois, Île aux Coudes pour 5 ans. Et c'est des données de surface. Donc, dans ce cas-là, c'est un modèle 2D. Donc, le volume de données est à moindre que dans le cas d'un modèle 3D. Donc, en termes de stockage, comparé aux données d'Environnement Canada, c'est très petit. Je parle ici de H2D2, je ne parle pas des modèles NEMO 3D qui, eux, ont plus de volume de données. Ouais. Très bien. Puis là, je pense que je vais en faire une pierre deux coups. Donc, on a une question de Simon Tremblay. Allez-vous porter vos modèles dans le fjord du Saguenay? Puis on a Simon Saint-Onge qui a sa main levée. Donc, Simon, tu as le droit de poser une question, mais il faut que tu répondes à l'autre. Bonjour, Simon Saint-Onge-Drouin. J'ai travaillé au développement du modèle dans 3D dans l'estuaire du Saint-Laurent, STLE 500 et 200. Pour répondre à la question, le modèle couvre déjà le fjord du Saguenay à 200 mètres de résolution. Donc, c'est déjà là. C'est sous le radar de peut-être un jour éventuellement augmenter la résolution si le besoin se fait sentir. Donc, Simon, pour compléter, Simon, le modèle existe. Évidemment, nous, ce qui va nous forcer à dire oui, on va améliorer notre couverture S111 dans le fjord du Saguenay, c'est votre input, votre feedback. Donc, s'il y avait une application précise, Grand'Anse est un cas assez connu où il arrive un incident à peu près aux 2 ans où un navire se fait surprendre. Donc, s'il y a une problématique là de navigation, bien évidemment, on a de l'ouverture pour ça. Puis, en travaillant avec notre bureau régional, via Annie, via CHS Info, ça, fait qu'il y a une capacité de notre côté. Puis, on peut faire des ajustements. Donc, je continue sur le chat. Sylvain Gauthier. Oui, vas-y, Simon. Excuse-moi, je voulais juste faire un commentaire en plus, pour ça que j'avais levé ma main. Je voulais juste mettre l'emphase sur ce que vous avez dit, toi et Annie, plutôt concernant la rétroaction. Du point de vue de la modélisation, c'est vraiment très intéressant d'avoir une rétroaction des utilisateurs parce que les jeux de données qu'on utilise pour la validation sont limités dans l'espace et dans le temps, premièrement, mais surtout, une valeur numérique de root mean square error ou de biais moyen, ça ne donne pas une information complète sur l'utilisabilité des données par les utilisateurs. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant de savoir, par exemple, que la garde côtière a utilisé ça dans tel contexte, puis que la résolution du modèle, les données ont été utilisables ou non. C'est vraiment intéressant
d'avoir ça comme information du point de vue du développement des modèles. Oui, donc très bon point, Simon. Et on va aller à toi, Isabelle, après, mais là, quand on a eu les hauts niveaux d'eau sur le lac Ontario, puis il fallait qu'on flush le lac Ontario le plus vite possible, on avait des vélocités de courant jamais vues sur le tronçon de lac Ontario-Montréal. Puis en panique, en 2019, on a sorti ce qu'on va appeler des planches statiques S111 qui sont toujours sur le site du Seaway, où on a fait des scénarios. Et évidemment, le modélisateur à l'époque, Jean Morin, était extrêmement confiant, puis Jean était peut-être là, mais extrêmement confiant dans sa modélisation. Puis quand les pilotes ou les spécialistes locaux ont vu les premières planches de courant qu'on a faites, ils ont dit non, il y a de quoi qui ne marche pas, là, c'est pas ça, là, ça ne fait pas avec ce qu'on connaît. Et dans le meeting, Jean Morin a révisé, oh mon Dieu, l'eau des pelles du barrage de Snell ou Iroquois sortait à angle au lieu de sortir direct. Alors voilà où le modélisateur, dans son environnement synthétique, digital, ne l'avait pas vu. Puis avec juste un petit feedback d'un usager en disant non, il y a de quoi, ben, ça a amené un questionnement, puis pouf, on a trouvé la réponse. Fait que vraiment, je renforce ce que Simon a mentionné. Les gens qui ont la spécialité locale, c'est critique. Vous en doutez pas, là, mais vous avez un rôle très important à jouer pour connecter le monde numérique puis le monde réel que vous connaissez bien. Alors, question d'un pilote célèbre, M. Pascal Réaume. Lorsque le modèle est mis à jour 4 fois par jour, à quelle heure cela se fait-il? Gilles, je pense que celle-là, c'est pour toi. Oui, donc j'imagine, Pascal, la question est pour H2D2 là, dans ton secteur, c'est-à-dire, donc, actuellement, c'est variable. Mais quand on va passer en opérationnel 24/7 du côté de l'Environnement Canada, ça devrait être plus régulier, mais ce n'est pas une heure complètement fixe. C'est-à-dire ça peut être plus ou moins 20 minutes. Donc, ce que je peux dire là-dessus aussi, c'est que normalement, si je me rappelle bien, c'est 4 heures après RIOPS. Donc, ça devrait être à peu près en UTC 12 heures. Donc, aux 6 heures, à chaque 6 heures, plus ou moins 20 minutes. Donc, si on met 12 temps coordonné universel, ça donne une idée à peu près. Là, donc, 12, 18, minuit et 6 heures du matin. Et Pascal, on pourra te répondre. Là. Dans le domaine maritime, on le sait, la nouvelle météo maritime, elle sort à telle heure. On comprend que pour vous, c'est une information importante. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on demande beaucoup de ressources de calcul et il peut arriver parfois, techniquement, ça sort régulier comme une horloge, mais il peut arriver techniquement qu'il y a du retard dans la suite des calculs, puis là, il faut rattraper. Donc, il peut y avoir certains délais, mais c'est vraiment la chaîne de calcul qui vous est expliquée aujourd'hui. C'est extrêmement complexe, puis ça peut amener de la latence, mais on fera un suivi avec toi, Pascal, pour qu'est-ce qui, en théorie, devrait arriver. Allons à la main levée, M. Alain Arsenault. Alain, ouvre ta caméra, puis on t'écoute. Oui, bonjour Louis, bonjour tout le monde. Je m'excuse, je ne l'ai pas tapé parce qu'elle va peut-être être un petit peu longue. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très, très, très intéressant comme d'habitude. C'est le fun de voir là, à quel point ça évolue puis que vous êtes dans la bonne direction. Par contre, j'ai souvent la même question. Louis, tu vas peut-être t'en attendre. Plus on avance dans le projet, plus je vous regarde avancer. Vous insistez sur le côté bénéfique d'avoir la collaboration des navigateurs, des pilotes en particulier. Puis là, je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je représente les 450 pilotes canadiens au niveau technique là, au Canada, le Centre national d'expertise en pilotage maritime. Et ça nous fait toujours plaisir de participer au projet collaboratif avec le service hydrographique. Je pense qu'il y a vraiment du donnant-donnant là-dedans. Par contre, on a au départ exprimé quand même pas des doutes, mais un questionnement quant au coût de ces services-là. Tu sais, je regarde toutes les couches, la série S100, S102, S111 maintenant, etc. Et on parle toujours d'abonnement par cellule, etc. Donc, pour des utilisateurs comme les pilotes, je pense à mes collègues de la côte ouest ou sur le Saint-Laurent où on couvre des longues distances,
on vous avait demandé dès le départ, peut-être d'essayer de nous présenter un coût-bénéfice par rapport au coût actuel versus qu'est-ce que ça pourrait coûter pour l'utilisation, parce qu'on ne s'en cachera pas là, entre nous, l'utilisateur payeur, au bout de la ligne, là, si le pilote doit payer pour ces ressources-là, pour faire son travail, ce coût-là va se répercuter dans la chaîne logistique, puis c'est le consommateur qui va payer en bout de ligne, là, tout va coûter plus cher. Donc, tu sais, au pilotage, lorsqu'on décide de collaborer avec le SHC puis de faire de ce produit-là, ces produits-là, les meilleurs produits possibles, et puis de placer le Canada, de positionner le Canada comme étant un leader là-dedans, bien entendu, nous, si on met du temps, de l'énergie et surtout du know-how pour vous aider à faire tout ça, on ne sait pas encore combien ça va coûter. Tu sais, à un moment donné, il y a un malaise. Là, il y a un malaise. Donc, Alain, on est en train de créer une machine qui va nous coûter la peau des fesses, excusez l'expression, puis qui n'apportera pas en bout de ligne une plus-value si importante pour le pilote, parce que le pilote, les connaissances locales, il les a déjà dans son cerveau. Absolument. Là. Absolument. Donc, très bonne question, Alain. Et oui, grâce à ta question, ça m'a forcé à faire un mot. Donc, présentement, on a une étude très sérieuse sur tous les produits et services du Service Logographique Canada. Notre contracteur, c'est PricewaterhouseCoopers. Okay. La valeur du contrat, c'est pas donné, c'est 250 000 c'est historique au SHC. Ça va de la révision de toutes les politiques gouvernementales. Donc, évidemment, on est gouvernement, on ne peut pas faire de profit, on peut faire certains recouvrements de coûts. Donc, c'est moi qui lead ça avec Pricewaterhouse. Puis, ce qu'on devrait avoir de cette étude-là à la fin mars, le livrable, c'est un modèle où on peut ajuster nos intrants, puis ça devrait nous donner un coût de détail suggéré. Est-ce qu'on va adopter ça directement? Bon, évidemment, gouvernement, il faut aller dans les différents paliers. Ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui, on parle du S111, le S111, l'équipe, c'est assez minimaliste. C'est 4 personnes plus 50 000 de high power computing par année. Puis, évidemment, la chaîne, la full value chain, ben, il reste un peu de sous pour la plus-value que Primer amène. Donc, ma réponse plate avant, c'est que je n'avais pas l'étude, Alain. Puis là, ma réponse que je vais avoir à la fin du mois de mars, c'est que je vais avoir une étude très sérieuse qui va vraiment nous donner ce pourquoi il faut charger. Puis, évidemment, on veut avoir une adoption à ça. Et Alain, sur ce point-là, internationalement, on fait du benchmarking au niveau carte papier, carte électronique, S100 avec Australie, France, puis l'Angleterre. Au niveau carte papier, carte électronique, ça va être possible de faire du benchmarking. S100, cette étude-là, sera l'unique étude économique qui existe dans le monde. Puis, je vais retourner ça, peut-être joindre le commentaire d'Annie. Une des choses qui a été faite en Corée du Sud, c'était on va appeler ça un essai en mer, mais la réalité, bon, Sea Trial, c'est toujours très, très vendeur. Mais ce que la Corée du Sud ont fait, c'est qu'ils ont été capables d'amener un twist, à savoir le S100 au niveau de la fluidité, au niveau de décarbonisation, empreinte réduite. Il y a des bénéfices, puis ça a eu des très bonnes répercussions au niveau de l'OHI. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ce genre d'exercice-là sur le Saint-Laurent ou à d'autres endroits au Canada pour arriver et quantifier et montrer que oui, il y a une valeur ajoutée. Fait que de mon côté, Alain, je m'attends de charger le prix que je peux charger parce que je suis le gouvernement. Puis on va avoir une étude solide là-dessus. Présentement, pour ceux qui ça les intéresse, moi, vraiment, ce que je veux, c'est que vous vous tourniez vers vos manufacturiers de logiciels, puis vous dites, OK, le service logographique est capable de fournir ces données-là, ce sont un standard international. Poussez sur vos manufacturiers de logiciels, que ce soit ICIQ, Navsim, Transas, Teleborg, en tout cas ceux qui sont utilisés au Canada. Je pense qu'ils ont tout à gagner à développer parce qu'ils vont pouvoir vendre ça de façon internationale. Puis, chez Primer, vous avez accès à des essais gratis pour une période de temps. Donc, d'ici à la fin mars, je peux vous dire que je devrais sortir avec quelque chose de beaucoup plus solide au niveau de business case dans quelques mois.
Merci, Louis. Juste en complément, si tu me permets, là, on pousse sur nos fabricants de logiciels, là, comme ça fait longtemps qu'on en parle, toi et moi. Mais on arrive à une croisée des chemins parce que la question du coût, pour eux autres aussi, est importante. Parce qu'il faut qu'ils développent, ça coûte quelque chose de développer ça là, chez eux. Oui. Il faut qu'il y ait un business case pour pouvoir le développer. Puis en même temps, certains des produits sont des produits comme le produit S111 dont on parle aujourd'hui, qui va être mis à jour aux 15 minutes. Bien, si ton PPU n'est pas branché en TRL sur le LTE ou sur le 5G, tu ne bénéficieras pas de la plus-value de ça. Donc, c'est un coût supplémentaire. À ce moment, nos PPU ne sont pas branchés. Nos PPU sont complètement autonomes, ne sont pas branchés sur le réseau LTE. À certains endroits sur la côte, les réseaux cellulaires ne sont pas stables, ne sont pas assez puissants. Donc là, c'est par satellite avec Starlink. C'est des choses qu'il faut regarder, mais c'est des coûts supplémentaires. Puis là, en ce moment, on est un peu à croiser des chemins. Là. Y a-t-il une réelle plus-value pour le navigateur canadien en temps réel? Et si oui, bien là, il faut avoir ce chiffre-là. On va peut-être attendre les résultats de ton étude de marché. Oui. Puis ça peut être utilisé à différentes sources aussi. Moi, je vois une application clairement au niveau de l'apprentissage des pilotes. Donc, les pilotes expérimentés ont ça en tête, entièrement d'accord avec toi. Mais évidemment, j'ai challengé le centre de simulation avec Kongsberg Digital pour dire est-ce que vous pourriez, au lieu d'avoir à faire une modélisation typique, consommer directement des données S111 dans un simulateur. C'est une approche. Puis au niveau de la connectivité, Alain, il faut toujours garder en tête, évidemment, vous voulez consommer toujours le dernier fichier produit, mais ça reste qu'on produit 48 heures dans le futur. Donc, ça fait en sorte que même s'il n'y a pas de connectivité, le pilote peut quand même consommer ça offline. Mais effectivement, dans la session de la côte ouest, l'aspect de la connectivité est un enjeu. Et je réfère souvent au tsunami de données qui s'en vient. Connectivité, c'est comme un no-brainer, mais ça vient avec un coût, genre, je suis d'accord. Donc, Gilles, on va aller à toi, puis je vais regarder dans le chat les nouvelles questions qu'on a. C'est juste par rapport aux 15 minutes. Quand je mentionnais 15 minutes tout à l'heure dans ma présentation, le 15 minutes en question est relié au fait que l'intervalle de temps dans les résultats S111 pour ajouter les deux sont aux 15 minutes sur 48 heures. Ce n'est pas mis à jour aux 15 minutes. OK, sauf parfait. Excuse-moi, j'avais mal compris. Non, ben c'est ça. C'est bon de préciser ça maintenant. Sauf que c'est pas impossible que dans le futur, on puisse le faire. On pourrait éventuellement le faire. Mais ça, justement, comme tu as soulevé, je suis content que tu soulèves ce point-là avec les concepteurs de PPU d'Ectis, parce qu'il me semble, ça me semble aller de source. C'est sûr que ça coûte cher, mais en termes de sécurité, peut-être que ça justifie l'investissement. Je ne sais pas. Moi, c'est là que malheureusement, je comprends votre point, puis ce serait le fun que ce soit une réponse directe, mais la réponse, c'est qu'en ce moment, on n'a pas ces produits-là de façon intégrée à nos PPU, puis le travail se fait de façon sécuritaire. On a le niveau de connaissance. Je te donne un exemple, le S111, là, tel que vous nous le présentez, surtout dans les eaux qui ne sont pas amarrées sur les lacs ou en amont de Trois-Rivières, les flèches de courant, on les a dans la tête, ça fait 30 ans, je veux dire, je sais exactement le courant et comment n'importe où. Il y a juste dans les grandes crues, des fois, la sortie. Exact, c'est ça, j'allais dire. Les grandes crues, s'il y a un orage très fort en amont, ça va peut-être doubler la vitesse des courants. Donc, si on peut le savoir 12 heures à l'avance, c'est qu'il y a une plus-value là-dedans, je pense. Non? Ah oui, tout à fait. Oui, non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, puis je ne veux pas être l'empêcheur de tourner en rond. Au contraire, je veux juste qu'on ait cette discussion-là. Je pense que c'est important de l'avoir. Mais c'est sûr que si tu peux downloader 48 heures avant, le pilote est chez lui, il se branche sur son réseau Wi-Fi à la maison, il va chercher son set de données, ça se fait automatiquement, ça en fait son affectation, il n'y a pas de problème. Là, au niveau du coût, ça se ferait très bien. Aux 48 heures, c'est ça, c'est renouvelé 4 fois par jour pour ajouter des deux. Donc, ça roule. On peut écraser ce qui a été fait il y a 6 heures avec les nouveaux. Blablabla. Tout à fait. Merci beaucoup, Alain, pour ça. Puis, je note aussi Étienne Landry qui mentionne, s'il vous plaît, inclure l'administration de pilotage de Laurentides. Donc, je suis convaincu que ma collègue Annie en région prend bonne note de ça. Une autre question rapide, est-ce que les API sont disponibles? Donc, si vous allez chez Primar, Primar sont capables de vous fournir, ils ont la technologie qu'ils vont appeler le Remote Update Protocol. Ils ont aussi la capacité d'encryption. Donc, c'est vraiment une interface machine à machine une fois que la connexion est établie entre votre logiciel de navigation, votre plateforme de navigation. Après ça, c'est vraiment hands-off. Donc, allons à M. Kaufmann. Bonjour Louis, bonjour tout le monde. Philippe Kaufmann, Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Merci beaucoup de la présentation. Deux petites questions rapides. La première pour Gilles. Gilles, tu as parlé des courantomètres là, qui pouvaient être utilisés pour
fournir de la donnée S111. Est-ce que ma compréhension est bonne qu'il y en a un sur la côte ouest en ce moment? Je pense que oui. Phil McCauley, are you there? Ben, je peux peut-être m'essayer. Donc, Philippe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut, les courantomètres, on les a déployés de façon temporaire à certains endroits pour faire l'étalonnage des différents modèles. Puis, évidemment, quand on installe un instrument, on a un niveau de confiance après ça. On est capable de faire différentes techniques. Isabelle peut en parler pour voir, OK, si on enlève le capteur, on laisse aller le modèle. Est-ce que le modèle est capable, sans assimilation de données, être capable de bien modéliser? Fait que ça, c'est une chose qui se fait. Le point, c'est que la norme S111, elle, là, présentement, aujourd'hui, on vous a donné la description la plus spectaculaire, si on veut, c'est-à-dire des flèches de courant dans un domaine en 2 dimensions, ben, 3 dimensions si on ajoute le temps. Mais la spécification aussi permet de livrer des observations à un endroit précis. Donc, par exemple, s'il y a un courantomètre qui serait installé sur un des piliers du pont La Violette, pour X raisons, techniquement, on pourrait aussi sortir ça dans une norme S111, parce que la norme S111, elle couvre l'information ponctuelle, mais aussi en 2 dimensions. Et mon collègue Phil McCauley fait des représentations à l'international pour être capable d'encapsuler les 3 dimensions. Donc, on pourra avoir des courants à différentes couches, comme on sent que c'est un besoin dans le Saguenay. Donc, on fait représentation à l'international parce qu'au Canada, on est rendu là. Okay. À ce moment-là, ça serait sous une forme différente du 4 fois par jour, l'usage des 2, mais ça serait une donnée en Évidemment. continu. Oui, mais ça reste un standard. Le standard est fait pour ça, mais tu as absolument raison. Si la DCP fonctionne puis fournit des données aux minutes ou aux 3 minutes, ben, on pousserait ça de la même façon. C'est ça, c'est-à-dire c'est relié à ce qu'on discutait avec l'intervenant précédent, Alain, c'est ça? Je pense. Oui. Alain Arsenault. Donc, c'est relié parce que c'est le même type de données dans un sens. Si on peut, comment dire, sur les marémètres, avoir le même type de fournir le même type de données en termes de temporel pour fournir des données rapidement, mais là, ce serait des S100. Ouais, là, on s'en va vers des S105. C'est un scoop là, pour l'instant, mais c'est possible aussi d'utiliser les marémètres de la même façon comme les HADCP dans un sens et vice-versa. C'est juste que le type de données n'est pas le même, mais au bout du compte, la façon de représenter dans les produits dynamiques est presque la même. C'est juste une question de métadonnées au fond. Okay. L'autre question était peut-être pour Gilles ou Louis. C'était dans les liens qui avaient été mis sur l'invitation. Il y avait des courants ISDL où il y avait un visualisateur de courant ISDL. Là, ça ne semble pas être le même lien que ce que tu, Louis, tantôt. Oui, fait que dans le fond, la couverture dans MSDI, elle tarde un petit peu. Donc, en attendant, pour aujourd'hui, ce qu'on a demandé à nos collègues de MSDI, c'est de dire, pouvez-vous au moins nous faire 2 hotspots? Donc, ce qu'on peut s'attendre dans le futur, c'est que le lien général, qui n'est pas juste un démo, mais qui est live, là, donc si aujourd'hui on va sur le visualisateur du MPO, on a la couverture à basse résolution du Canada au complet. Ce que vous pouvez attendre dans les prochaines semaines, c'est que vous allez voir toute la couverture du modèle H2D2 Québec-Montréal qui va apparaître. Mais pour la session d'aujourd'hui, parce qu'on voulait vraiment donner du tangible à nos clients, on a fait un petit démo avec le lien spécial que vous avez, Bécancour, puis en dessous des ponts. OK, parfait. Parce que là, c'est ça, quand j'avais regardé, il y avait à peu près tout le Canada, sauf Québec-Montréal. Il y avait les locaux. OK, ça sera dans les prochaines semaines. Ça marche. Absolument. Absolument. Mais en attendant, tu peux utiliser la petite démo de Bécancour, puis Bécancour, puis les ponts. Puis on est en train de faire la même chose au niveau de la haute résolution du Pacifique. Présentement, si avec les visualisateurs, tu vas au Pacifique, c'est pas tout encore. Fait qu'on a ça dans le service 111, puis MSDI, ben, ça suit. Oui, Gilles. C'est juste peut-être pour préciser encore pour Philippe et tous ceux qui sont là et celles. Là, ce qu'on a sur le visualisateur de MSDI, c'est statique dans le sens que c'est un snapshot de 12 heures semi-diurne
qui a été pris il y a la semaine dernière. Donc, ce n'est pas en temps réel, là. Donc, vous allez voir, de toute façon, dans la date en dessous de l'animation, vous allez voir les pas de temps qui vont évoluer, puis ça tourne en boucle de certaine façon. Mais éventuellement, ça va être en temps réel. Mais bien sûr, ça va être non-nav. Comme ça, c'est très clair. Ouais. C'est bon. Puis j'empiète sur le temps des autres, mais je vais faire ça très vite. Là. Il y a un visualisateur sur OGSL avec qui selon la description, c'est du H2D2, là, mais c'est quelque chose de différent, ça aussi? Oui, ben là, on devra faire un peu l'harmonisation. Donc, l'OGSL, le service de courant, est là depuis longtemps. Et là, on a un peu d'harmonisation à faire. Donc, l'OGSL devra se brancher à la source directement. Mais je ne vois pas c'est simplement s'assurer que ça sort de la même source. Donc, Annie prend des notes. Merci. Bon, mais merci à tous. Merci, Philippe. Toujours des questions intéressantes. Allons à Simon. Pendant ce temps-là, j'ai vu des notes par rapport à l'exploitation d'AIS pour l'étalonnage de courant. Oui, n'importe quelle source qui peut être utilisée pour le courant, ou vous êtes au courant de projets, des données in situ pour faire la calibration d'un modèle, c'est une valeur inestimable. Donc, si vous êtes au courant que vous travaillez pour la garde côtière, environnement, vous êtes dans un port, vous avez des données in situ, c'est une valeur inestimable pour nos modélisateurs. Allons à Simon. Je voulais juste ajouter par rapport aux commentaires de Philippe Kaufmann sur les données en temps réel. Depuis 2020, à chaque été, on a installé un courantomètre à Québec aussi qui diffusait des données en temps réel, pas à travers le SHC, là, mais on est en train justement de se demander si on va continuer cette installation-là. Donc, s'il y a un intérêt particulier, c'est super intéressant de le savoir. Très bien. Donc, on a dépassé un petit peu, mais il n'y a pas de problème. C'est une excellente session. Avant de clore, Annie, est-ce que tu as des commentaires avec ton chapeau régional? Non, mais encore une fois, toute l'implication de nos utilisateurs, que ce soit du côté navigationnel ou non, elle est bienvenue là, et vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est présent quand même dans plusieurs forums, mais vous pouvez nous contacter directement là, à n'importe quel moment. Fait que merci beaucoup de votre implication. Alors, moi, j'ai une demande spéciale. Je vais demander à tout le monde d'ouvrir leur caméra parce que je veux capturer ce moment spécial. Historique. Première session, courant haute résolution en français. Donc, mettez vos caméras. Merci. Je vois du monde là, que ça fait longtemps que j'ai vu. C'est super. Donc, je compte sur mes collègues pour prendre un snapshot d'écran, là. Puis capturer ça. Fait que vraiment, merci pour votre participation. Message clé. PDF s'en vient, vous allez avoir tous les liens. On va mettre sur YouTube, la session est enregistrée dans les prochains jours. Puis, CHS Info, si vous avez des questions. Donc, oui, je prends mon snapshot d'écran. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.